la forêt du séminaire et avec ce fameux donc, la première partie de l'entretien va actuellement être sur d'art. Et cette première partie-là, nous devons l'amener avec une fois de plus, Excellence, alors, d'entrée de jeu, il y a deux expressions qui sont régulièrement utilisées pour parler de ce groupe. Deux expressions sur lesquelles il faudrait parler. Est-ce que c'est le pays du matin calme ou alors le pays du matin clair? Alors là, c'est ni l'un ni l'autre. Parce que si vous visitez la Corée, vous allez constater, enfin, dès votre arrivée sur place, ce n'est guère le pays du matin calme. C'est un pays du matin bouillonnant, effervescent. Vous voyez? Donc, enfin, l'expression du pays du matin calme, ça vient juste du nom de notre dynastie ancienne qui explique effectivement le matin calme. C'était il y a des siècles. Et maintenant, dès 5 heures du matin, nous, on bouillonne. Ils sont très lève-tôt et couchés tard. Donc, vous voyez, comme on dit Oliver, et tout le Jajo chante dès le matin, très tôt. C'est un pays très vivant. Absolument. Alors, autre chose, les touristes de ces derniers temps qui ont visité la Corée considèrent que ce pays peut être qualifié par trois termes: politesse, hiérarchie et travail. Est-ce exagéré? Je crois que c'est pas du tout exagéré. Parmi ces trois expressions, laquelle sera la première? Je crois que ce serait peut-être le travail. Vous avez raison. La politesse, ensuite, et puis hiérarchie. Ça fait partie de notre culture. Hiérarchie, c'est pas comme on entend souvent une relation raide et directe. C'est pas ça. Ça existe au sein de la famille, entre les aînés et les cadets. Il y a une hiérarchie parce que nous, on respecte beaucoup les gens plus âgés que soi-même. Donc, dès qu'on se rencontre, on veut se mettre dans cette hiérarchie, soi-disant. Et là, j'avais-vous, monsieur? Alors, moi, j'ai quel âge? Alors, moi, je suis aîné. Alors, je paye la bouffe, je paye la boisson. C'est comme ça fonctionne. Et évidemment, dans le milieu du travail, il y a aussi ça. En dépit des rangs hiérarchiques proprement parlés, il y a aussi l'âge qui compte. Il y a aussi les expériences qui comptent. Tout est mélangé. On va dire très codifié. C'est un exemple que vous avez pris sur le respect, le droit d'aînesse qui est extrêmement respecté, mais il y a également le fait de se déchausser pour entrer dans un lieu privé, le fait de recevoir ou d'offrir des présents des deux mains. Comment, Excellence, vous avez réussi à stabiliser cette tradition dans une société moderne? Oui, mais déchausser pour entrer à l'intérieur, c'est vraiment, ça fait partie de notre tradition. C'est obligatoire. Dès qu'on entre dans une maison, on doit enlever ses chaussures. Pas les chaussettes, des chaussures. Donc on garde le milieu, c'est-à-dire le milieu familial, très très propre. Évidemment, puisqu'on ne rentre pas avec des chaussures, il n'y a jamais de choses qui rentrent avec. C'est notre tradition qui souhaite garder justement l'intérieur d'une maison de manière impeccable. Et on a aussi une façon de saluer les gens quand on se rencontre pour la première fois. On s'incline comme ça, on se dit en coréen, annyeonghaseyo, et cette manière de montrer son respect vis-à-vis de l'autrui et de respecter évidemment l'autre et donc se montrer très poli. Ça fait partie de notre tradition. Nous avons appris que le degré d'inclination dépend de l'âge de la personne qui est devant. Il y a ça aussi. Par exemple, je m'incline devant le président quand je reçois
mandat, enfin le mandat qui m'a été donné. Donc je rencontre le président de la République et évidemment on s'incline de manière le plus respectueuse possible, donc assez profondément. Mais on ne fait pas ça au quotidien, c'est pas possible, c'est pas possible. Comme ça, on se serre les mains, absolument. Mais il y a des similitudes entre cette façon de faire avec certains peuples au Cameroun qui sont aussi respectueux vis-à-vis des jeunes. Est-ce que vous l'avez déjà constaté? Absolument. Moi, j'étais très heureuse de constater ce point-là. Et c'est pour ça qu'on sent, dès qu'on arrive au Cameroun, on sent une certaine affinité au niveau traditionnel, au niveau des habitudes, notamment des sens familiales très forts et des liens familiaux qui sont très solides. Je crois que ça fait partie de la force du pays. Pour revenir à la photo, peut-être au Cameroun également, est-ce que l'influence occidentale du mode de développement peut-être Non, en fait, vous savez, la Corée, c'est un pays extrêmement moderne, mais à la fois très très traditionnel. Donc on a réussi quand même à conjuguer ces deux aspects et on a bien adapté ce mode occidental à la façon coréenne. Je crois que c'est carrément formidablement réussi. Et c'est une particularité pour les pays de la région de l'Asie d'avoir pu capter cette façon de faire occidentale et l'allier à la culture de leur pays. Absolument. Je crois que ça fait partie de la réussite coréenne, notamment au niveau culturel. Quand on voit l'internationalisation de certains domaines culturels coréens, alors il y a des fans dans le monde entier. Tout ça, c'est justement parce qu'on a réussi à conjuguer ces deux aspects différents, mais de manière à accentuer une sorte de symbiose. S'il y avait une habitude coréenne sur laquelle vous devriez insister, ce serait quoi? Être le mode vestimentaire traditionnel, qui ça aussi est remarqué. Oui, mais dans la vie quotidienne, nous, on ne met pas des vestes traditionnelles. Et c'est pour les fêtes, notamment, ou bien ces séances de photos, ou bien des fêtes familiales, ou bien il y a aussi des fêtes traditionnelles qui sont célébrées régulièrement. Mais dans la vie quotidienne, comme vous pouvez constater avec mon habit, enfin je suis habillée de manière assez occidentale, c'est ça. Mais par contre, ce qui est formidable au Cameroun, ce que j'ai constaté depuis mon arrivée ici, vous conjuguez des habits à la fois traditionnels et occidentaux, soi-disant, de manière formidable. C'est qu'on vous voit, même dans le lieu de travail, avec votre habit traditionnel, mais qui est plus ou moins adapté au milieu de travail. Et avec des couleurs vives et tous ces pagnes. Oh, moi, je suis une grande fan de votre habit. Hein. Ouais. Excellence, merci pour cette première partie. La seconde, qui sera plus profonde dans les arts, nous allons accepter que vous souhaitiez que l'on mène cette seconde partie dans votre salon. Très volontiers. Okay. Et aujourd'hui, il en existe encore des industries ou bien des personnes qui ont préservé ce savoir-faire. Oui, tout à fait, de manière artisanale. C'est comme ça que j'ai procuré ce livre d'or, exprès, et comme ça les gens prennent des stylos de là et ils signent. Et cette boîte, justement, ça aussi, ça fait partie de l'artisanat traditionnel coréen. Ce sont des nacres, vous voyez? C'est tout un savoir-faire qui est dedans. Voilà, c'est très coloré et c'est incrusté. C'est incrusté. Incrusté, oui. Ça, c'est vraiment typique traditionnel. C'est pareil, hein. Mais c'est un peu interprété de manière contemporaine, mais c'est toujours aussi des nacres. La même technique. La même technique, hein. Et puis, il y a des tiroirs. Tout ça, c'est des nacres. Là, c'est un savoir-faire coréen spécifique. Spécifique. Je crois que c'est très raffiné. Oui, c'est un art très raffiné.
et une photo de famille de notre équipe de l'ambassade qui a été prise lors de la fête nationale l'année dernière. Et en même temps, moi j'aime beaucoup justement les produits de l'artisanat camerounais. Vous voyez, l'éléphant, ça c'est un peintre camerounais, son croquis, que j'adore. C'est une femme qui aime le vieux. Absolument, absolument. Et ça a été offert par le maire de Eboloba. Parce que j'ai fait une visite là-bas, et ça représente le Cameroun, hein, avec sa spécificité régionale. Avec les différentes culturelles. Tout à fait. Et les masques, ces 2 masques, je les ai achetés moi-même à Kribi, mais l'encadrement c'est coréen. D'accord. J'allais dire l'encadrement également. Là, l'encadrement il est coréen. Voilà. Et on vous a donné un tout petit peu la symbolique de ces masques. C'est ça. Hommes et femmes, c'est ce qu'on m'a expliqué. Vous montrez cette cohésion. Absolument. Ouais. Merci Excellence, on va passer directement à cette deuxième, sur le plateau et à ce deuxième entretien qui est lié aux questions de culture. D'accord. Merci Excellence pour nous avoir une fois de plus accueillis de façon conviviale à la résidence de la Corée du Sud. Nous sommes là pour la seconde partie de notre entretien consacré aux arts et qui sera une fois de plus entamée par M. Chinda. Excellence, la première question que je veux vous poser se rapporte justement au fait que la Corée du Sud est devenue aujourd'hui une puissance culturelle sur le plan du cinéma, sur le plan de la musique et même de l'art contemporain. Comment les autorités coréennes ont pu faire en sorte que ce pays parvienne à ce niveau de performance en si peu de temps? Je crois que c'est une question très perspicace. Parce que moi-même, je suis à la recherche de la réponse. Des fois, je me pose moi aussi ces questions-là. Comment, tout le monde reconnaît, la Corée a eu un développement miraculeux au niveau de l'économie, bien sûr, mais au niveau culturel, la Corée est en train de devenir comme un phénomène mondial dans les secteurs très variés en plus, que ce soit le cinéma et que ce soit des chansons, des danses et des arts plastiques. C'est vraiment très varié. Et puis récemment, au dernier festival de Cannes, le film coréen a eu la Palme d'Or. Ça a été célébré de manière nationale, bien sûr. D'où vient justement cette puissance culturelle? Mais je crois la seule réponse qu'on peut apporter serait ce qu'on appelle manpower, n'est-ce pas? C'est l'homme qui crée l'art, c'est l'homme qui crée la culture. Et c'est l'homme qui transmet cette tradition culturelle également. Et en plus, c'est pour l'homme on fait la culture, n'est-ce pas? Et justement, en dépit d'un développement économique rapide, la Corée a quand même réussi à sauvegarder notre tradition. Et à travers justement cette tradition, on a pu créer un genre nouveau de culture qui est partagé à travers les frontières par tous les pays du monde. Donc notre savoir-faire était d'être ensemble et de fêter ensemble. C'est la joie de vivre. Et la Corée qui a été accablée par l'occupation, par la guerre, par la séparation, la division du pays, etc. On a été accablé par tous ces aspects tragiques, mais les Coréens, dans leur nature, avec cette joie de vivre, on a pu sauvegarder cette belle tradition culturelle. Alors, est-ce que c'est la capacité de ce pays de se concentrer sur les valeurs humaines qui font qu'on transcende de ces aspects tristes du passé? Je crois, en fait, tout est lié. Ce n'est guère séparément qu'on prend des aspects ou des points cruciaux, c'est pas ça. Tout est lié ensemble parce que au cours de notre développement économique,
comme vous le savez très bien, la Corée c'est un tout petit pays au niveau de superficie et c'est un pays en plus divisé en deux et c'est du côté du sud, la Corée du Sud, et c'est un pays dépourvu complètement des ressources naturelles et tout ce qu'on avait c'était justement l'homme. Donc pour notre développement économique on a investi énormément dans les ressources humaines pour avoir justement ce qu'on appelle manpower. Et au niveau culturel, on a eu exactement la même voie. On a beaucoup investi dans les ressources humaines, à travers évidemment l'éducation, à travers les échanges, à travers la coopération internationale, etc. Donc il faut avoir un esprit ouvert, en dépit de toutes choses qui tombent sur vous, qui vous accablent. Il y a des tragédies, mais tout en restant optimiste et tout en restant traditionnel et en s'adaptant aux changements mondiaux, on peut tout à fait avoir ce genre d'échange formidable avec le monde entier. On a observé que justement dans cette évolution fulgurante de la Corée, et vous l'avez souligné tout à l'heure, la culture coréenne, la tradition coréenne est restée l'un des piliers. Et on a parlé à un moment du soft power, comme une création, un concept purement coréen. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que c'est le soft power, finalement, puisque nous avons la chance de vous avoir... Le soft power coréen. Le soft power coréen, je crois que c'est la fierté, vous savez. C'est pas d'avoir devant ce genre d'accomplissement d'un développement rapide et devant ces industrialisations, soi-disant, qui subliment, évidemment, et tout le monde entier admire notre développement miraculeux. Mais en dépit de tout ça, on a toujours gardé au fond de nous-mêmes une part de notre propre fierté. Notre fierté, ça veut dire notre histoire, notre identité et notre tradition. Et de se reconnaître et puis de connaître cette identité, c'est vraiment quelque chose, je crois, le point le plus primordial pour un pays. Et je sais, depuis que je suis au Cameroun, le Cameroun, on dit Afrique en miniature. Et vous avez deux langues. Et quand on dit anglophone, francophone, vous savez, ça fait deux traditions différentes aussi, parce que la langue, c'est quelque chose qui transmet votre tradition et votre culture. Donc vous avez deux aspects qui sont différents, mais ça fait partie de votre identité. Donc parce que vous dites tout souvent la diversité, mais diversité, ça fait votre force. Donc cette fierté de se dire, voilà, notre culture est variée, notre culture est diverse, nous avons cette histoire et nous avons cette identité. Je crois que c'est vraiment l'aspect le plus important pour développer sur le plan culturel et pour que les autres pays et les autres peuples vous suivent, vous admirent et vous respectent et partagent la même culture. Tout à fait, Excellence. Pour revenir sur le soft power coréen, aujourd'hui, on le démontre dans plusieurs secteurs de la culture en Corée. La musique, par exemple, qui aujourd'hui a pris une proportion importante et qui a gagné des parts des marchés importantes dans le monde aujourd'hui. On a vu l'explosion de l'artiste Psy, qui est venu avec le Gangnam Style, qui était un nouveau style qui a fait vibrer tout le monde entier. Comment est-ce que il s'appelle Psy. Comment est-ce que vous percevez cette percée de la musique de cette et de toute la pop coréenne. Aujourd'hui, on parle de la K-pop, la K-pop coréenne qui est en train de gagner le monde. Comment est-ce que vous percevez cette influence-là aujourd'hui? Justement, vous avez mentionné ça et ça fait déjà quelques années. Il avait fait un ravage, même aux États-Unis, à la Maison Blanche, il avait chanté ça. Oui, nous avons tous dansé. Absolument, devant tout le monde. Mais encore, quand j'assiste dans les fêtes camerounaises, j'entends cette chanson. Alors c'est évidemment formidable. Et il y a quelques
l'autre jour, je crois que vous avez assisté à cette scène absolument formidable, incroyable pour moi, à New York, au Central Park. Justement, les danseurs et chanteurs de K-pop, ce qu'on appelle BTS, et devant 60 000 jeunes, ils étaient en train de chanter. Et ces Américains, 60 000 Américains, jeunes Américains, que ce soit jeunes filles, jeunes garçons, ils étaient tous ensemble à acclamer, réclamer encore davantage devant ce groupe. Et qu'est-ce qui explique ce phénomène? C'est ça, surtout pas, n'est-ce pas? Et à travers cette chanson, cette musique, cette danse, on est en contact direct avec le monde extérieur. Donc, soft power, justement, c'est l'esprit ouvert. Non seulement pour montrer ce qu'on a, mais aussi pour accepter les autres. Et c'est l'esprit solidaire et d'échange. Je crois que c'est ça le secret justement de ce soft power. Et maintenant, il y a K-pop, il y a K-drama, et il y a maintenant les films, ça fait déjà longtemps ça a été admiré, mais il y a maintenant on appelle ce qu'on appelle K-beauty, les produits de beauté. Et j'ai vu à la télé française, même dans une émission, on disait voilà, les femmes maintenant on va se maquiller à la façon coréenne. Mais vous vous rendez compte, la France c'est l'empire des produits de beauté. Et maintenant ils font c'était pas une publicité, c'était juste une sorte d'appel aux dames, parce que en général les Européennes ou les Françaises ne se maquillent pas beaucoup. Et il disait à toutes les femmes maintenant il faut penser se maquiller comme les Coréennes. Donc vous voyez, soudainement la Corée est devenue sur tous les aspects culturels vraiment un modèle à suivre, et je trouve ça vraiment formidable. Également sur le plan de la culture toujours, mais dans le domaine du cinéma, il y a un article français qui indiquait que la Corée, le cinéma de demain sera celui de la Corée, en raison de ce que la technologie était incorporée, et qu'aujourd'hui toutes les salles sont reconfigurées en 3D. Oui. Est-ce qu'il faut considérer que le développement du secteur culturel doit s'appuyer sur l'exemple de la Corée qui puise dans la technologie? Moi, je suis persuadée. Là, on parle de soft power. D'abord, on a parlé de manpower. Maintenant, soft power. Et puis après, ce qu'il y a maintenant, c'est la technologie innovante. Innovation, c'est vraiment, il faut qu'on doit faire face à cette demande. Parce que maintenant, le monde demande justement cette technologie innovante. Des choses nouvelles, des choses qui vous frappent, des choses qui vous impressionnent. Et cette haute technologie et cette industrie qu'on a développée, et je crois que c'est fortement lié aux demandes du monde culturel. Donc je suis persuadée, là, dans un avenir très proche, évidemment, tout le public demandera 3D, ou bien encore davantage, hein. Vous voyez, il y a des choses en dehors de 3D, même on parle de 4D, on peut sentir l'odeur, on peut toucher, comme si on était vraiment dans l'histoire du film. Donc tout ça, ça doit aller évidemment ensemble. Pas parallèle, mais toujours en conjugaison. En symbiose. Voilà, en symbiose, ce sera vraiment un aspect formidable de l'aspect culturel. Excellence, parlez-nous un peu du secteur des musées. Il y en a apparemment beaucoup en Corée du Sud. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment est-ce que vous avez pu faire en sorte que les grandes industries créent des musées à côté des musées publics. Justement, chez nous, pour le développement économique, les grandes entreprises, ce qu'on appelle en coréen Jebol, c'est un vocabulaire assez particulier. Ce sont de gros conglomérats qui dirigent l'ensemble de l'économie coréenne, comme vous connaissez certainement ces noms-là, Samsung, LG, Hyundai, Kia, tout ça, ce sont de gros conglomérats. Mais la société, justement, moi je dirais dans l'ensemble, le peuple,
a demandé à ces djebol, à ces grandes entreprises, de prendre une grande part de responsabilité de la société. Quand on parle de la responsabilité, ce n'est pas simplement la charité ou donation, enfin, c'est pas ça. C'est de sauvegarder notre tradition et notre aspect culturel. Donc Samsung, par exemple, a créé un musée très très connu, mondialement connu, Lyon Samsung. Voilà. Et avec l'argent gagné, évidemment, donc le CEO de cette entreprise Samsung a acheté beaucoup d'objets d'art de grande valeur. Comme ça, il a réuni tout ce qu'il a acheté dans ce musée qui est purement privé mais ouvert au public. Là, on assiste à des objets d'art absolument fantastiques. Et en dehors de ça, il y a évidemment le Musée national qui abrite des objets absolument fantastiques. Et puis, effectivement, on a des musées de domaines spécifiques. Oui, musée des meubles, musée de la couture. Donc, je crois que ça fait partie de notre politique gouvernementale qui encourage l'aspect culturel. Alors dites-nous, est-ce que ces musées sont visités de façon permanente et de forte affluence par les Coréens et la jeunesse notamment? Tout à fait. Notamment par la jeunesse. Hein. Ouais. C'est très très visité. Et on organise des visites groupes, vous savez. Et enfin, pour vous parler une expérience personnelle à moi, peut-être je vous révèle un petit secret de la diplomatie coréenne. Moi, comme vous pouvez constater, je suis une francophone et notamment j'ai été beaucoup affectée à notre ambassade à Paris. Et on a eu une longue histoire avec la France. Les soldats français, dans les années, je dirais 19e siècle, quand il y a eu cette expansion de domination française et européenne, et la France avait envahi une partie de côte coréenne. Et justement sur cette côte, il y avait une formidable bibliothèque royale. Là, on gardait tous les manuscrits, écrits à la main, bien sûr, mais dédiés au roi. Ce sont des manuscrits de grand format comme ça, tout écrit comme sur le papier que vous avez vu tout à l'heure, mais écrit à la main avec des dessins absolument formidables. Et au cours de cette invasion, justement, les soldats français avaient pris 340 volumes de ces manuscrits royaux. Et ils sont partis, ils ont brûlé la bibliothèque. Donc, puisqu'ils ont brûlé la bibliothèque, tout le monde avait pensé, évidemment, ces manuscrits avaient été brûlés dans l'incendie. Or, ils avaient pris d'abord les manuscrits, après ils ont brûlé la bibliothèque. Donc, dans les années 1970, une Coréenne qui travaillait à la Bibliothèque nationale de France, BNF, elle a retrouvé ces manuscrits. Oui, au bout de 145 ans. Voilà. Et depuis, on a demandé, évidemment, le retour de ces manuscrits. Voilà. Donc, c'était des négociations gouvernementales entre les deux pays, mais la France ne veut pas du tout donner ces manuscrits parce que ça va créer un antécédent. Parce que les Français, évidemment, ont pris beaucoup au cours de l'invasion dans les pays étrangers. Louvre est plein d'objets, n'est-ce pas? Et le responsable avait dit même, si on restitue les manuscrits royaux coréens, le Louvre sera vide après. Voilà. Donc la négociation a duré 20 ans. Très dur. Et au bout de 20 ans, au cours de ces 20 ans de négociation, je me suis occupée de cette négociation à peu près pendant 15 ans. Oh. Et finalement, ce que j'ai pu faire, c'est évidemment le retour des manuscrits. Tous les manuscrits ont été retournés à Séoul, sont revenus à Séoul en 2011. Et justement, c'était le musée national
de Séoul qui devait abriter tous ces manuscrits qui sont revenus au bout de 145 ans. Et la foule qui avait envahi ce musée, rien que pour voir ces manuscrits, les enfants, des parents, c'était incroyable. Vraiment des kilomètres de fil. Et évidemment, j'ai été vraiment très très fière de voir ces manuscrits chez moi, avec tout le peuple qui accueillait ces manuscrits, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est l'accomplissement d'un travail acharné. Et évidemment, les Français ne m'aiment pas, hein, c'est sûr, mais c'était un grand exploit. Donc, juste pour vous dire, évidemment, ce musée-là, ces musées, que ce soit nationaux ou privés ou régionaux, sont très prisés par le public. Alors là, c'est un cliché de fort attachement que les Coréens ont avec le patrimoine. Absolument. Ouais. Alors la corrélation pourrait être faite avec les pays africains qui ont également de nombreux objets dans ces lieux de culture. Absolument. Vous qui avez bagarré comme une guerrière pour récupérer, j'allais dire, le trésor coréen. Quel est le regard que vous jetez sur cette situation? Il faut être tenace et patient. Et la leçon que je dirais, c'est qu'il faut que le pays soit assez puissant. C'est-à-dire, l'adversaire pense que vous êtes redoutable, et pour rien, vous refusez. C'est ça. Merci pour cette expérience et ce conseil. Parce que je crois que l'Afrique tout entière est en train de penser des stratégies pour rapatrier l'ensemble, la grande partie du patrimoine. Tout à fait. Nous allons justement glisser dans le tourisme et je crois que vous avez ouvert un grand pan en parlant de la foule immense qui est venue vivre et constater les manuscrits qui ont été retournés pour constater que la Corée est devenue, j'allais dire, le berceau du tourisme. 15 millions de visiteurs pour l'année 2018. C'est presque devenu le pays où tout le monde veut aller. Pourquoi? Évidemment, la réponse est... on a parlé de la foule dans Central Park à New York. Après ça, tout ce public pense, il faut que je visite le pays d'origine de mes chanteurs préférés. Vous voyez? Donc, ce soft power, ce qu'on appelle cet aspect culturel, avec ces danseurs, ces chanteurs, et on donne envie, justement, de vouloir visiter le lieu. C'est comme ça qu'on attire des touristes. La plupart des gens viennent justement pour voir ce que c'est la Corée, qu'est-ce qu'est là ce pays, pour créer ces groupes de chanteurs formidables, ou bien pour produire ce genre de films fantastiques, etc., etc. Donc l'envie vient d'une chose toute petite, et puis après ça vous donne envie de venir dans le pays, de visiter, et puis après ça vous donne envie de parler la langue. C'est comme ça, il y a un afflux aussi pour apprendre la langue coréenne. C'est une expansion absolument formidable. C'est ce que je constate aussi au Cameroun. Quand ils deviennent des fans de la culture coréenne, après, la seconde étape, c'est vouloir apprendre la langue. Tout à fait. N'est-ce pas? Pour être soft power, c'est vraiment un soft power. Oui, le soft power coréen aujourd'hui, comme on dit, c'est en train de s'imposer comme modèle, un modèle économique, social et culturel. Et aujourd'hui, on voit les restaurants coréens sont cotés parmi les meilleurs restaurants dans le monde aujourd'hui. Il y en a 16 dans le top 1000. Et aujourd'hui, on se dit, est-ce que vraiment la Corée du Sud, avec tout ce patrimoine immatériel, a déjà vraiment montré tout son savoir, ou bien il y a encore des choses qui restent à découvrir de la Corée? Est-ce que, Vos Excellences, vous voyez que c'est le gouvernement, c'est une volonté gouvernementale, ou bien c'est une volonté commune avec les entrepreneurs de mettre leurs efforts ensemble pour valoriser la Corée dans toute sa dimension? Mais vous savez, le gouvernement évidemment prend des initiatives pour inciter des entreprises
ou des sociétés civiles ou des organisations à suivre une certaine directive. Mais une fois lancé, c'est pas le gouvernement qui fait le travail. Le gouvernement, c'est juste la première étape, l'initiative gouvernementale et le lancement. Et tout vient après, vous savez, de manière totalement libre. Là, on ne peut rien faire. Le gouvernement reste derrière, sur le second plan. Et ça vient automatiquement. C'est ça le manpower. Si le gouvernement disait, bon, il faut faire ça, tac, 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 personne ne suivrait ça. Hein. Non. C'était la liberté totale d'expression, notamment culturelle. Et c'est comme ça, ça attire. Et on incite justement les artistes à créer davantage, d'être encore plus audacieux et créatifs. Et c'est comme ça, ça devient une sorte de porte qui vous ouvre la voie vers le monde entier. Vous savez, la politique gouvernementale maintenant n'a rien à voir là-dedans. Je vous assure. Alors, avec la K-pop, on attire avec la culture traditionnelle, on attire avec les restaurants, avec l'industrie, les industriels qui se mettent également en première ligne, on attire. Qu'est-ce qu'on peut découvrir? Qu'est-ce qu'il y a à voir en Corée, au-delà de ce que le monde moderne donne sur le plan physique, sur le plan naturel? Qu'est-ce qu'on doit découvrir? Qu'est-ce que vous nous donnez à découvrir en quelques mots? La Corée, il y a cette façade extrêmement moderne avec toute cette partie haute technologie, ultra branchée, connectée, etc. Mais une autre partie, je dirais quasiment la moitié, c'est la tradition, c'est l'histoire, parce que la Corée a 5000 ans d'histoire. Et contrairement au Cameroun, que vous avez une diversité absolue au niveau de la population, chez nous, c'était toujours le seul peuple, les Coréens. Donc, quand on a développé avec un seul peuple 5000 ans d'histoire, évidemment, il y a des choses qui sont très très casées, qui sont sauvegardées, qui sont restées dans cette tradition. Et vous arrivez à Séoul, ultra moderne, mais vous allez découvrir les palais anciens, encore, avec des gardiens qui ont un habit ancien. Et au quotidien, il y a cette cérémonie de vénération pour les ancêtres, et pour les fêtes, on met des habits traditionnels, et on fait des salutations par terre. Tout ça, c'est au quotidien. Vous voyez? Donc, il y a deux façades extrêmement différentes, mais qui créent cet aspect absolument extraordinaire, parce que c'est pas ordinaire, vous voyez. Donc, je crois que les gens viennent d'abord attirés évidemment par soft power coréen, mais une fois sur place, ils découvrent juste l'ancienneté de cette tradition culturelle. Et qui est mise en avant aujourd'hui à travers ces outils numériques et digitales aussi. Tout à fait. Parce que ça contribue à valoriser ce patrimoine ancien qui doit être sauvegardé. Tout à fait. Donc tout est lié. Mais chez nous, c'est vraiment deux aspects complètement différents. Ça peut être très opposants, mais qui sont complètement rentrés dans cette formidable symbiose. Oui. Je crois qu'on doit basculer dans le quatrième registre, qui est celui de la coopération avec le Cameroun. Et je crois qu'avec notre technico-artistique, on verrait bien de terminer ici sur ce beau salon, si vous ne trouvez pas d'inconvénient. Donc, je crois que la première question, naturellement, c'est de demander à son Excellence comment elle a trouvé le Cameroun à son arrivée. Comment est-ce que vous avez découvert le Cameroun dès que vous êtes arrivé? Le Cameroun, c'est un pays très très accueillant. Et les Camerounais sont charmants. C'est vrai. Vous avez un sens d'hospitalité qui est vraiment formidable et qui ressemble beaucoup justement à notre mode de vie. Bon, quand on est loin du pays, évidemment l'Afrique est très loin de la Corée. Escale quelque part, de toute façon ça prend je dirais 22 heures de vol, donc, évidemment c'est loin.
Et on a toujours un mal de pays, de toute façon, quand on est en dehors de son chez soi. Donc. Mais depuis mon arrivée, je dois vous dire, j'étais vraiment très très entourée. Je me suis fait des amis et des fois j'appelle une députée camerounaise ma copine. Je peux l'appeler ma copine parce que je me sens comme ça. C'est vraiment ce sens solidaire, fraternel et convivial. Je crois que vous devez vraiment sauvegarder cette tradition. Comme ça, la Corée et le Cameroun, avec ce point commun, et on pourrait partager ensemble cette tradition, cet aspect très authentique, je dirais, par rapport aux pays occidentaux, n'est-ce pas? Et il y a ça aussi. Je crois que ce qui fait notre point commun, c'est aussi notre histoire, de notre douleur. Le Cameroun a été envahi par les forces étrangères, notamment européennes. La Corée a été envahie par le Japon. Et cette occupation a été terrible pour nous, parce que c'est très très dur. C'était 36 ans d'occupation, mais là encore maintenant, mes parents, par exemple, ils n'ont jamais mis le pied sur le sol japonais. On n'achète jamais les voitures japonaises. Oh. Ah oui, c'est ancré dans le sang. Oh. Oui. C'est l'expression d'une révolte? C'est pas une révolte, c'est juste un rejet. On a tellement souffert. On a été piétinés, accablés. Et je crois que ça, d'une certaine manière, ça dure encore maintenant. Bon, on a eu notre indépendance en 1945, donc c'est une histoire ancienne, on peut considérer tel. Mais ça dure encore maintenant. Quand il y a un match Corée-Japon, je peux vous assurer, si notre équipe perd, alors là les joueurs ne peuvent plus rentrer dans le pays. C'est à ce point-là. Alors là, on jette des œufs, etc., la farine à l'aéroport. Mais tout le monde est là pour supporter contre les Japonais. Il est hors de question qu'on perde contre le Japon. Contre le Japon. Voilà. Mais en fait, il y a eu un peu ce sens de combattant chez nous, comme ça. Jusqu'à, moi je dirais dans les années 80 ou 90, au niveau des téléviseurs, des électroménagers qu'on trouve tout le temps chez soi, il y avait toujours quelque chose de Sony, Hitachi, Mitsubishi, un produit japonais. Mais est-ce que vous pouvez maintenant trouver dans un magasin électroménager un téléviseur Sony? Tout a disparu, Ça a été bouffé par Samsung et LG. Donc les produits coréens ont remplacé les produits japonais. Si on n'avait pas ce sens de révolte, comme vous avez dit tout à l'heure, dans notre tempérament, est-ce qu'on aurait réussi si vite? Il y a eu ça, parce qu'on voulait vraiment réussir, rien que pour attraper le Japon. Il y a ça, d'une certaine manière. Donc, vous savez, quand on a souffert et quand on a été accablé et piétiné, on peut comprendre. Et vous avez vécu la même histoire. Donc, on sait ce que c'est l'occupation. Et des pays qui vous exploitent, qui viennent rien que pour prendre vos produits, etc. Et avec ce sens de solidarité, et je crois au niveau économique, on a été très très pauvre, jusqu'à, je dirais, dans les années 70, on était au même niveau de l'économie. Et après, nous, on a fait, comme vous le savez très bien, c'est un travail pour avoir un développement rapide sur le plan économique, puisqu'on a été pauvre, puisqu'on a été occupé. Pour vous, on peut évidemment mieux vous comprendre. Et quand on cherche des partenaires,
pas des exploitateurs. C'est quand vous cherchez des partenaires, on vous propose, en fait c'est notre politique, on vous propose de partager nos propres expériences. Je crois que la Corée peut être certainement un pays modèle à suivre pour vous, parce qu'on a vécu la même histoire, parce qu'on connaît ce que c'est la pauvreté et la souffrance. Oui, c'est dans ce concept, le Cameroun, soutenu par la Corée du Sud et son gouvernement dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation professionnelle. Mais qu'en est-il du domaine culturel? Il n'est vraiment pas visible. Qu'est-ce qui peut en découler, surtout qu'on a un certain nombre de liens communs dans ce domaine culturel-là? Comment est-ce que la Corée va, dans les prochains jours, soutenir ces communs? Depuis mon arrivée, j'essaie vraiment d'accentuer notre travail dans le domaine culturel. Donc l'année dernière, on avait organisé une semaine culturelle coréenne, justement pour montrer de différents aspects culturels et avoir plus d'affinité entre eux et mieux se comprendre. Et cette année, évidemment, on va encore organiser la 2e édition de la culture coréenne, la semaine culturelle coréenne. Et on est au mois de mai, au mois de juillet, je vais organiser une soirée musicale même à la résidence même. Là, je vais vous présenter un exemple d'une symbiose culturelle absolument fantastique. Je vais vous présenter une chanteuse française d'origine camerounaise, mais qui chante un opéra traditionnel coréen. Voilà. Donc il y a 3 cultures là-dedans déjà, rien que dans l'identité nationale. Il y a la France, Cameroun et la Corée. Les 3 pays réunis juste à travers cette personnalité et ce personnage. Et elle est née à Douala. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, mais elle est allée en France pour faire ses études, etc., etc. Elle y est restée parce que c'était sa tante qui l'avait adoptée. Et après ses études, elle est allée travailler à Samsung. Elle a été embauchée par Samsung. Ça prouve qu'elle a été très brillante. Et un jour, elle a découvert cet opéra traditionnel coréen. Elle a été tellement prise par cette culture, elle a tout claqué. Elle est allée en Corée pour apprendre cet opéra. Et maintenant, elle est devenue très très célèbre. Elle a traduit toutes ses paroles en français. Donc, elle viendra à Yaoundé pour faire une représentation. Je crois que ce genre d'aspect, déjà, représente une possibilité de symbiose et d'entente culturelle entre nos 2 pays. Et je crois que je vais prendre ça comme modèle et essayer justement de cibler des domaines de possibilités de coopération au niveau culturel entre le Cameroun et la Corée. Pour prolonger la question de M. Nana, comment le Cameroun peut apprendre de ce soft power pour enclencher un possible épanouissement de sa culture? Je ne sais pas, au niveau de bénéficier, peut-être c'est pas un mot exact, hein, mais il faut d'abord se découvrir. La Corée, la plupart des Coréens ne connaissent pas très bien le Cameroun. Est-ce que les Camerounais connaissent bien la Corée? J'en doute. Hein. D'où ces plateaux excellents pour permettre à ce qu'il y ait ce lien fort de coopération entre la Corée et les Camerounais. Et la compréhension mutuelle au niveau de la culture, c'est vraiment la plus grande porte qu'on peut avoir pour se découvrir l'un et l'autre. Et moi, je suis tout à fait disponible et disposée à accroître justement et intensifier nos échanges culturels pour que nos 2 peuples puissent se découvrir davantage. C'est mon souhait le plus cher.
Merci, Excellence. Je crois que nous arrivons au terme, nous arrivons vers la fin de cet entretien fort chaleureux qui montre une fois de plus cette chaleur et cette convivialité coréenne particulière qui a à nous entretenir sur la Corée et ses différents aspects. Tout à l'heure, on a commencé avec une petite médiation, vous étiez la médiatrice culturelle pour présenter le savoir-faire coréen. Je crois qu'on a un savoir-faire coréen sur ce plateau. On va essayer, au sortir de cet entretien, d'avoir quelques éléments d'explication sur ces différents aspects ici présents dans ce beau salon qui nous montre le vivre ensemble entre la Corée du Sud et le Cameroun, un savant alliage des collections que vous avez bien voulu présenter à vos convives qui arrivent ici à la résidence de l'ambassade de Corée. Excellence, est-ce qu'on peut avoir quelques éléments comme ça? Donc, à la résidence, j'ai une petite collection de porcelaine coréenne. Essentiellement, c'est divisé en deux façons différentes. Et là, vous pouvez voir une vase blanche. Et ça, ce qu'on appelle le porcelaine blanche. Donc, c'est typique d'une dynastie Joseon, c'est plus récent. Et à côté, vous voyez des porcelaines d'une couleur... oui, nous, on appelle ça bleu. Ok. Donc, chacun sa manière. Et ça a des valeurs... Beaucoup plus de valeur parce que c'est plus ancien. Donc, ce qu'on appelle... Il a un nom spécifique. Ça s'appelle Céladon. Je crois que vous avez entendu parler quand même. Donc, avec cette couleur bleue et dessin dessus, et ça s'appelle des céladons. Ça, ce sont des vases, différentes formes, et ça, c'est un pichet. On aurait dit un dragon. Voilà, en forme de dragon, mais on met du vin dedans. Ah, d'accord. C'est un pichet. Ah, d'accord. Là, le dragon, il nous produit du vin. Et là, ça représente la maison traditionnelle coréenne en miniature, avec son petit jardin. Oui, je dirais que c'est assez typique. Et l'autre côté, il y a aussi une petite collection de céladons. Ça, c'est pareil, c'est un petit pichet. On met du vin, on va essayer. C'est une forme de bouilloire. Un Coréen culture du vin? Du vin, pas du vin, mais l'alcool. On a une grande tradition de l'alcool. Ah, ouais. Et céladon, ça c'est l'encens. Du parfum. Et ça aussi, c'est. Parfum l'intérieur des résidences. Aussi, c'est céladon, c'est raffiné. Des meubles anciens, traditionnels. Avec des décorations spécifiques. Oui, tout à fait. Ça fait aussi du nacre. Ah, c'est la consulté du nacre. Tout à fait. Mais on a également des œuvres contemporaines. En fait, ce sont des motifs traditionnels. Voilà, ce ne sont pas des œuvres contemporaines. Ça représente un truc pour couvrir votre plateau de cuisine. Voilà. C'est la même technique. Absolument. En forme différente. Ce que vous avez pu peut-être constater avec les coussins qui sont dans la résidence, c'est à peu près la même méthode. Très colorée. Et je peux vous présenter l'habit traditionnel coréen. Ça représente une jeune fille habillée en tenue traditionnelle. Normalement, c'est fait en soie. Ah, d'accord. Parce que la Corée a une bonne industrie de la soie. Oui, tout à fait. Et je vous présente aussi une technique traditionnelle, très grande. Et dans notre tradition, enfin les jeunes filles cachent en général leurs mains. C'est rentré dans la tenue. Ouais. Pourquoi cacher les mains? En fait, c'est juste une méthode d'être respectueuse. Alors, Excellence, est-ce qu'il y a une symbolique attachée aux couleurs? Ici, il y a le rouge, là également, le rouge et le bleu. Oui, là, ce mélange rouge et bleu, c'est uniquement pour la famille royale.
Et là-bas, vous avez vu une jeune fille avec des cheveux longs mais attachés comme ça. Et ça signifie la jeune fille qui n'est pas encore mariée. Quand on est marié, on va remonter comme ça. Voilà. Donc pour la reine, évidemment, elle a des cheveux remontés. Ouais. Ça signifie qu'elle est mariée. Je voulais mettre deux jeunes filles, coréennes et camerounaises, qui sont en plein travail. Ça représente une fille qui travaille dans la médecine. C'est la tenue traditionnelle pour la médecine. Les infirmières. Et une fille aussi, elle est en plein travail. Donc je voulais mettre les deux. Et ça, c'est africain. Et les boîtes, ça représente les motifs traditionnels coréens. Oui, motifs traditionnels coréens. Et cette casque-là a été offerte par les sapeurs-pompiers camerounais. Parce que il y a beaucoup de projets de coopération avec la brigade des sapeurs-pompiers. On a même offert des ambulances, etc., etc. Parce que je les avais invités ici. Joseph Jung. I'm chef cuisinier. Korean food is and spice and beautiful color. Many vegetable and beef and noodle and rice. 한국 음식에는 매운맛과 달콤한 맛 그리고 담백한 맛으로 이루어져 있는데 한국에는 다양한 식재료들로 인해서 외국인들이 좋아할 수 있을 만한 식감과 색감 여러 가지의 종류로 만들 수 있는 음식이 있으니까 외국 분들께서 많이 사랑해 주셨으면 감사하겠습니다. 감사합니다. Excellence, nous vous remercions parce qu'avec vous, nous avons fait toute la visite de la Corée du Sud. Que ce soit sur le plan de la coopération avec le Cameroun. D'ailleurs, vous nous avez donné suffisamment d'éléments qui nous font comprendre que vous avez pu dégager les similitudes entre le Cameroun et la Corée sur le plan de la culture, notamment avec l'extrait sur les vêtements. Mais également, nous avons pu voir à quel point le soft power a influencé et est devenu un modèle d'impulsion de la culture coréenne. Et par-delà, l'ensemble des données sur le cinéma, sur les musées, nous ont permis d'entrer pleinement en Corée, en attendant véritablement de nous envoler de ce côté pour aller toucher du doigt cette matérialité. Donc merci, et je crois qu'avec Christian on conclut simplement en espérant une autre édition pour entrer dans un autre. Oui, Excellence, merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif sur la Corée et sur les diverses dimensions culturelles de la Corée. Et on dit à nos chers téléspectateurs, la convivialité coréenne a été, une fois de plus, mise à l'épreuve avec succès. Et on se donne rendez-vous à la prochaine édition avec un autre pays que nous allons mettre en exergue. C'était le moment de la Corée. Merci et on se dit à très bientôt.